ici, on va présenter un peu un jeu d'équilibriste qui est de faire parler les chiffres. Bon, on va éviter de se tromper comme les sondages, mais on va essayer de faire parler les chiffres du diagnostic sectoriel qu'on a mené avec le comité sectoriel de la main-d'œuvre de la métallurgie pour arriver à faire le saut vers les compétences numériques. Le jeu n'est pas simple, mais on est outillé avec beaucoup d'acteurs qui connaissent leur milieu, alors ça va être un peu plus simple. Donc, pour débuter, le défi des compétences, de la formation et du dialogue social à l'ère des transformations numériques. On a vu depuis ce matin, il y a deux narratifs qui s'affrontent, les techno-optimistes avec leurs lunettes roses, et puis les techno-pessimistes avec des lunettes peut-être... Bon, on ne sait pas trop de quelle couleur elles sont. En tout cas, on a vu dans la présentation de Mia Homsi qu'il y avait 33% des Québécois qui étaient un peu catégorisés dans cette fenêtre. Les effets négatifs du numérique sur l'emploi sont complètement exagérés. Comme dans le passé, la révolution n'est finalement juste une étape pour modifier quelques tâches et puis avoir un rehaussement des qualifications qui va se faire naturellement. Les perturbations sont créatrices de nouveaux emplois, les plus souvent qualifiés. Tout ça va emmener des possibilités incroyables. Confier des tâches monotones, répétitives, avec des charges à des robots, qui va permettre certainement à l'ensemble des travailleurs d'avoir des nouvelles habilités et puis de se consacrer sur des tâches créatives. De nouveaux équilibres entre les activités du travail et puis celles des activités du non-travail. On est beaucoup plus performant, la technologie nous aide à gagner du temps sur nos vies, et bien entendu, à la fin, on continue à mettre nos lunettes roses. Voici le premier narratif. Le deuxième, bon, tout va mal, techno-pessimiste, créateur de ruptures, d'inégalités. Selon les dernières statistiques, on serait 38% dans ces cas-ci. Disparition de certains emplois. On a vu quelques études américaines alarmistes qui disaient que plus de 50% du manufacturier américain serait remplacé par un robot ou un système d'intelligence artificielle d'ici quelques années. Cela crée donc un écart et une fracture sur le marché du travail avec un précariat sans emploi, sans compétences, incapable de retrouver un emploi dans cet univers totalement automatisé, technologique et bien entendu qui nécessite des capacités de programmation et d'algorithmes. On est en déphasage complet, les acteurs sont plus outillés pour répondre à ces besoins, que ce soit les programmes sociaux ou alors même les institutions du marché du travail qui sont bien entendu dépassées. Tout ça remet en cause certains piliers de la démocratie. On l'a bien vu avec le scandale de Facebook et de Cambridge Analytica qui viennent influencer d'une certaine manière le vote démocratique lors d'élections. Et on est dépendant finalement de ces gros groupes qui dominent au niveau numérique et qui influencent les comportements humains. Bon, deux visions. Une vision totalement jovialiste et une vision pessimiste. Au-delà de ces deux écarts, c'est un peu de faire l'équilibre pour arriver à se positionner, nous, pour définir ou en tout cas essayer d'implanter une transition qui est efficiente, qui est juste et qui est équitable pour l'ensemble du secteur, des entreprises et des travailleurs et travailleuses. Voici quelques réponses avec le diagnostic sectoriel. Donc, petit rappel express, le diagnostic sectoriel. Donc, c'était sur l'année de référence 2016-2017. Ça a été répandu donc, par les directeurs et directrices ressources humaines et de production. On a réussi à couvrir 60% des établissements qui représentaient 80% des emplois. 20 000 emplois, à peu près 20 000 emplois dans le secteur de la première transformation. La moyenne de création des établissements était à peu près de 40 ans. Tous les secteurs confondus, vous voyez les statistiques au niveau de la représentativité de chaque sous-secteur dans le poids total. On a une importance grandissante des exportations. On a eu tous les chiffres ce matin qui sont très précis, avec le marché américain, bien entendu, qui est le premier client, qui pose la question, bien entendu, de la renégociation de l'ALENA des tarifs. Vous avez eu le portrait complet. Au niveau de la productivité, on voyait qu'il y avait 53% des répondants au questionnaire qui estimaient que leur productivité avait augmenté au cours des dernières années. Leur productivité était estimée pour, grosso modo, un employeur sur deux supérieur aux concurrents américains et également à peu près les mêmes ordres d'estimation pour les concurrents sur le marché de l'Union européenne. La dynamique du changement numérique, peu importe comment on le voit, ça prend des investissements, que ce soit des investissements en machinerie, que ce soit des investissements
en formation ou des investissements dans certaines technologies. Cependant, ce qu'on voit et ce qu'on a pu constater dans les dernières années, c'est que les investissements, ils vont dans un sens unidirectionnel. On a des investissements et de nouvelles machines ou de nouveaux procédés nécessitent d'avoir de nouvelles compétences pour optimiser ces achats et avoir un rendement sur investissement de plus en plus important. Donc on investit directement dans la machinerie pour aller rapidement vers le développement de compétences. Et donc on voit ce schéma-là en essayant d'aller de manière directe vers les compétences. On oublie certaines fois de construire en amont la formation et bien entendu d'aller aussi dans une consultation, une participation, soit en termes de gestion participative, comme on l'a vu avant, soit dans un dialogue social avec l'ensemble des partenaires. Rappelons juste que le secteur est quand même syndiqué à 80%. Donc on a des acteurs qui sont présents tout autour de la table. Donc, le portrait des nouveaux investissements avec le diagnostic sectoriel, on n'invente rien. On voit que la compétitivité des établissements du secteur est justifiée par le maintien et l'augmentation des investissements. On l'a remarqué, ça a été testé et on voit que les investissements ont augmenté notamment dans les catégories suivantes. 47% dans la machinerie, 37% dans l'acquisition de nouvelles technologies. Ça monte même jusqu'à 50% si on prend les établissements de taille de 50 à 99 employés. Bien inférieur dans les petits établissements, et 34% dans la formation, qui arrive en 3e position. De quelles compétences parlons-nous lorsqu'on parle du numérique? Ça, c'est une grande question, c'est un grand débat. Chaque ministère aura sa définition des compétences, chaque consultant aura sa définition des compétences numériques, et chaque entreprise aura aussi sa définition des compétences numériques. Mais si on regarde la capacité de vos employés à utiliser les technologies de l'information, qu'on soit dinosaure ou totalement crinqué, on voit qu'il y a quand même en orange les capacités fortes et très fortes. Un employé sur 2 estime avoir des capacités fortes et très fortes pour utiliser les technologies. Capacité de vos employés à contribuer aux innovations et aux améliorations de vos procédés de production. Eh bien là encore, on est quand même dans une moyenne très forte. Capacité de vos employés à acquérir de nouvelles habilités. Idem. Et capacité de vos employés à travailler en équipe, là on voit un taux nettement supérieur de 70%, où on estime la capacité forte, voire très forte. Ça, c'est des compétences qui sont transversales, bien entendu, au numérique, mais qui positionnent un peu les capacités de la main-d'œuvre à s'adapter à des changements et à travailler en équipe, à utiliser les technologies de l'information sans qu'on rentre dans des compétences très spécifiques. Donc, tout ça pour arriver à dire qu'il faut d'abord cartographier les transformations dans vos entreprises et dans le secteur. Quelles sont les transformations qui touchent notre entreprise et comment identifier les compétences qui seront touchées par ces transformations, mais bien entendu les compétences qui seront nécessaires aussi à développer en fonction de ce que vous avez identifié auprès de vos employés. Et ça prend pas forcément que les compétences numériques. On l'a bien vu avec des capacités transversales d'esprit critique, de capacité à travailler avec les technologies, de résoudre des problèmes complexes, de discuter, de consulter aussi les besoins. Et donc là, les besoins, ils peuvent être de 3 types. Les compétences de base, les habilités et les capacités cognitives et physiques, mais aussi les compétences transversales que je viens de vous dire. Donc tout ça pour arriver à l'identification de la compétence, ça passe par une réflexion globale. C'est des besoins de réfléchir sur des allers-retours entre les compétences générales, puis certaines compétences techniques et certaines compétences transversales qui sont nécessaires avec le numérique, mais aussi en ayant une évolution constante. Gerhard le disait, c'est pas parce qu'on fait un diagnostic sectoriel dans une année que l'année suivante, les chiffres sont encore dans la même dynamique. C'est pareil pour les compétences. Si une transformation majeure rentre dans votre entreprise, au moment de l'identification des compétences, il se peut que 6 mois plus tard, il y ait un bouleversement et que les compétences soient encore à développer. Et là, la question, c'est, il y a beaucoup d'exigences dans tout ce que je viens de dire, mais est-ce que la formation est à la hauteur pour répondre à ces défis d'identification, d'évaluation et puis de déploiement? Merci Mathieu. Et juste un petit rappel que nous mobilisons ici ce diagnostic accompli entre le comité sectoriel et notre centre de recherche avec la participation et la collaboration des personnes si présentes. Alors, on vous donne un effet de miroir et pour répondre à la question posée par Mathieu, alors 3,7% de la masse salariale, ça c'est censé être bon. Attendez,
et la durée de la formation pour les employés de production, si vous regardez les chiffres ici, il faut dire que 45% des établissements du secteur offrent une formation de moins d'une semaine. Alors, moi, j'ai vu les défis à la hauteur ce matin, des défis importants, et je vous pose sérieusement la question, est-ce que la formation d'une semaine, on parle des employés de production ici, qui sont 60% de la main-d'œuvre dans l'industrie, est suffisante pour rencontrer ces défis? J'ai des petits doutes, honnêtement. Même si on peut dire que c'est bon, 60% de la formation se donne sur les postes de travail, 40% en salle de cours, mais attention, l'alternance travail-études ne se fait que dans 7% des établissements. L'apprentissage ne se fait que dans 7% des établissements. Are you walking the talk? Hein? Ça, c'est l'expression. Est-ce que vous arrivez vraiment à faire ce que vous dites qu'il faut faire sur le plan de la formation? Il faut poser la question. Chaque établissement, vous devez poser la question. Se pose aussi la question du dialogue social. Et ici, le dialogue social, c'est plutôt intéressant. Rappelons que les 3/4 des établissements sont syndiqués, donc beaucoup de consultations se passent par le biais des consultations et des échanges patronaux syndicaux. Le portrait est variable. Si vous regardez, l'orange veut dire qu'il y a des ententes. On n'a pas toujours besoin des ententes pour s'entendre. Il y a la consultation qui se fait en noir et il y a la décision unilatérale qui se fait en gris. Alors, quel est le trait dominant ici? C'est du gris, n'est-ce pas? Parfois, c'est plus facile et je ne cherche pas à culpabiliser les DRH parce qu'il se peut bien que les syndicalistes ne veulent pas être consultés malgré tout. Hein, j'ai vu bien des établissements où c'est la nature de la chose, c'est-à-dire se prendre 2 personnes pour échanger et il faut qu'on y retrouve une volonté pour échanger. Mais je fais le contraste entre ce portrait-ci et bien sûr les bonnes pratiques présentées par Gerhard Bosch dans le cas allemand et on peut dire, y a-t-il une distance? C'est ce qui permet de revenir au schéma que Mathieu a présenté tout à l'heure et a posé la question si on doit faire une ligne directe des nouveaux investissements aux compétences et cela va donner lieu à la compétitivité ou si il ne faut pas penser que la flèche va d'abord vers le dialogue, consultation et participation qui prend de multiples couleurs et de multiples formes, que cela permette une réflexion sur la formation, que cela permette de revenir aux compétences et là, on arrive à des résultats de manière plus efficace que si on cherche à procéder directement et tout le monde n'est pas au courant et on n'a pas fait la cartographie et les diagnostics nécessaires. Alors, quel est donc le portrait ici et les exigences, mais on a tendance à dire qu'il faut reconnaître la diversité et la légitimité de multiples acteurs qui va donner beaucoup de nouveaux cadres. Madame Fournier, vous en avez parlé d'un type de cadre. On peut imaginer un autre dans le cas de Gerhard Bosch. Il faut assurer la participation à l'implantation de la technologie au niveau des milieux de travail de l'entreprise du secteur et il faut mettre en place des mécanismes extraordinaires pour organiser le dialogue et les actions sur l'avenir du travail. Et on étudie beaucoup le cas des filiales des entreprises multinationales et on sait combien c'est difficile à convaincre les sièges sociaux de ceci ou cela. Sauf qu'il est possible de faire du benchmarking, de faire des plateformes d'innovation et de démontrer qu'ici au Québec, on est capable de faire des choses en métallurgie qui ne se fait pas ailleurs. Autrement dit, tout est possible maintenant, mais il faut avoir l'imagination pour y arriver. Pour les syndicats, il y a du travail à faire aussi. Envisagez le travail du futur et en être convaincu vous-même. Ça, c'est la confiance à l'égard de votre capacité de faire ce travail est important.
Il faut devenir un interlocuteur expert, légitime et incontournable. Il faut faire enquête sur l'impact des transformations numériques sur vos membres. Il faut créer des réseaux de personnes ancrées dans les milieux de travail qui sont capables de parler du numérique et assurer une communication continue à ce propos. Moi, j'ai beaucoup d'amis syndicaux et je connais bien beaucoup d'organisations syndicales et on peut se parler si vous êtes à la hauteur de ces exigences. Renforcer l'éducation syndicale et l'offre des services syndicaux à propos du numérique, il en va de soi. Et pour toutes les parties prenantes, un engagement de l'ensemble, la concertation systématique, et on ne peut procéder à des investissements aux compétences sans passer par la formation et le dialogue. Autrement dit, je reviens à notre schéma en mettant en branle la formation et le dialogue. Ce matin, on a entendu beaucoup de choses sur la formation. Le dialogue est là, mais ce n'a pas été systématique et il y a beaucoup de propos où c'est totalement absent. Alors, je pense que, comme Jorge Garcia Orgales a dit, il faut être invité à la fête pour danser, mais il faut apprendre à faire la danse sociale de toutes sortes de manières. Alors, dernière chose, et on s'arrête là, Mathieu. Ça, c'est un peu le party. Donc ça, c'est la danse, c'est la piste de danse. Puis après, chacun essaye d'aller danser dans une catégorie ou une autre. Si vous êtes techno-pessimiste, allez à gauche de la piste de danse. Puis si vous êtes techno-optimiste, allez à droite de la piste de danse. Les engagés auront certainement un verre à la main, parce qu'ils y croient. Et puis les résistants seront certainement assis dans un coin. Grosso modo, pour arrêter un peu les caricatures, on arrive à positionner certainement vos entreprises, vos employés ou même des résistances à l'intérieur de vos entreprises sur cette carte. Plus il y a du dialogue social et de la consultation, plus on arrivera dans un environnement qui sera engagé et qui respectera bien entendu la révolution numérique qui est en train de se dérouler. À l'inverse, les techno-pessimistes qui n'y croient pas et qui n'ouvrent pas le dialogue resteront tout le temps en bas à gauche de la carte.